Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'Histoire. Ravie aussi de retrouver Gaël Faye, 8 ans après Petit Pays, prix Goncourt, je rappelle juste, prix Goncourt des lycéens, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, adapté au cinéma en 2020 par Éric Barbier, en bande dessinée aussi en avril dernier par Marcena Soa et Sylvain Savoya. Je crois qu'il y a une mise en avant de la bande dessinée aussi qui est faite au rendez-vous actuellement. 8 ans après, donc nous revoici avec Jacaranda, ou l'histoire de Milan, l'enfant unique d'un couple franco-rwandais élevé à Versailles, qui découvre le pays natal de sa maman à la télévision en 1994, au moment du génocide des Tutsis. Il ne rejoindra Kigali que 11 ans plus tard, et il reviendra inlassablement jusqu'à y rester. Le livre est porté, ce nouveau roman de Gaël Faye est porté par une écriture absolument magnifique, dont la pureté permet de dire, de percevoir l'horreur. Et à travers ça, Gaël Faye nous offre une compréhension intime du Rwanda que moi je n'avais jamais vécu personnellement auparavant, et avec une très grande pudeur, il nous rappelle ce qu'a été le génocide des Tutsis, ce qu'est le néocolonialisme et le rôle mortifère joué par la France dans ce génocide. Il y a dans ce livre des personnages inoubliables, comme Eusébie, la meilleure amie de la mère de Milan, qui a perdu son mari. Il faut dire Milan ou Milan ? Je dis Milan, mais bon, alors tout va bien. Vous pouvez dire Milan si vous voulez. Donc, Eusébie, la meilleure amie de la mère de Milan, qui a perdu son mari et ses fils pendant le génocide, qui œuvre à la reconstruction du Rwanda. Il y a aussi le personnage de Claude, le cousin de Milan, qui a survécu au génocide. Et il y a aussi celui de Sartre, qui recueille les orphelins du génocide. Stella, la fille d'Eusébie, qui est née après le génocide. Et à travers tous ces personnages, Gaël Faye nous livre un roman sur l'après, sur l'impossible pardon. Et ce faisant, il brosse le portrait d'un pays qui se relève, d'une ville aussi, Kigali, qui est très très présente dans le livre, une ville qui prospère, et aussi le portrait d'une jeunesse qui tente de vivre malgré les morts, dont elle ne parvient pas, et on les comprend, à se détacher. Comme Petit Pays, Jacaranda est en partie autobiographique. Gaël Faye y part à la recherche de sa propre histoire, qui au fil des pages devient la nôtre. D'où les mille et une questions en fait que j'ai à vous poser, que nous avons à vous poser aujourd'hui. On essayera de donner la parole à la salle en fin de rencontre. Je garde précieusement ma montre. Gaël Faye, vous qui avez grandi au Burundi, qui avez quitté le Burundi en 1995 à cause de la guerre civile, à quel moment est-ce que vous avez ressenti le besoin du Rwanda ? Alors bonjour, merci d'être là. Le Rwanda, pendant longtemps, c'était un pays qui était une légende dans la famille, parce que donc mon père français était un beatnik qui a quitté sa ville de Lyon après son service militaire, dans le début de sa vingtaine, et puis il a fait un tour du monde à bicyclette. Et puis il est passé au Burundi, et il a rencontré ma mère, qui avait même pas 20 ans. Et finalement, il est resté, parce que voilà, je suis arrivé très vite, donc il n'a pas poursuivi son voyage. Et donc ma mère était une réfugiée rwandaise des années 60. Elle avait quitté le Rwanda toute petite, bébé. Au Rwanda, elle était dans des camps de réfugiés, oui, qui étaient des camps de réfugiés à l'intérieur du Rwanda, dans la région du Bugesera, de Nyamata. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire des Tutsis qui étaient déplacés à l'intérieur de leur pays, je vous invite à lire les romans de Scholastique Mukasonga. Oui. Et donc, elle avait cette histoire d'exil depuis, voilà, une grande partie de la famille de ma mère vivait en exil au Burundi. C'était des réfugiés. La première
le premier passeport que ma mère a eu, c'était le passeport du HCR. Voilà. Donc elle n'était même pas rwandaise dans son pays. Elle était apatride. Voilà, elle était apatride. Ouais. Et donc, après ma naissance, au bout de 3-4 ans, ma mère est partie vivre en France. Donc j'ai grandi au Burundi avec mon père français, ce qui est aussi quelque chose d'assez étrange. Voilà, ils ont échangé de continent. Mais j'allais dans ma famille rwandaise tous les week-ends. Oui. Et j'avais donc ma grand-mère et une arrière-grand-mère qui s'appelait aussi Rosalie. Qui est un peu la Rosalie du roman, la Rosalie de cette arrière-grand-mère de Stella. Qui, elle, me racontait donc ce Rwanda précolonial, ce Rwanda d'avant, ce Rwanda avec des rois, voilà, un Rwanda du lait et du miel. C'était ça le discours. Et donc, pour moi, le Rwanda, c'était ça, c'était un pays extraordinaire. Et puis, et ça, je le raconte dans Petit Pays, petit à petit, on entend des bruits d'une guerre dans ce pays. Je vois des oncles, des cousins qui partent au front pour aller récupérer ce pays dans lequel ils n'avaient plus le droit d'exister, de vivre. Et comme tous les moyens diplomatiques ne fonctionnaient pas, ils ont décidé de prendre les armes des jeunes garçons de 18 ans, de 20 ans. Et en 1994, le génocide donc, a lieu au Rwanda. Au même moment, il y a la guerre au Burundi, qui commence en 1993. Donc, nous avons vécu 2 ans dans la guerre au Burundi. Et puis, ma famille, donc, qui était réfugiée depuis 30 ans au Burundi, retourne vivre au Rwanda. Et donc, moi, je découvre le Rwanda à l'été 1994. Et le pays du lait et du miel dont on m'avait parlé n'existait pas. Moi, ce que j'ai vu, c'était un charnier à ciel ouvert. Et ce lieu, parce que je ne peux même pas appeler ça un pays, ce lieu m'a effrayé d'une façon. J'avais 11 ans et ça m'a effrayé. Je me suis dit, il faut que je m'éloigne le plus rapidement de cette terre de malheur. Et donc chaque année, je retournais voir la famille et peu à peu, le Rwanda a changé. Et c'est ce que j'essaye de raconter dans Jacaranda. C'est vraiment cette reconstruction d'une terre de désolation à un endroit qui va redevenir un pays et à des êtres humains qui vont refaire société. Et comment s'est imposée l'écriture du livre ? Est-ce qu'après Petit Pays, vous êtes dit il faudra bien que j'écrive l'après, que j'écrive ce retour au Rwanda, que je raconte ça, ou finalement vous vouliez vous en éloigner après Petit Pays et ça s'est imposé de lui-même? Non, je voulais m'en éloigner. Je voulais vraiment pas. Enfin, en fait, je me sentais pas de la force d'écrire sur cette histoire-là. Elle était trop dense, trop complexe. J'avais conscience qu'il fallait métaboliser tellement de choses douloureuses pour écrire. Et j'avais l'impression que j'avais pas les ressources. Et puis après Petit Pays, sa réception, il y avait quelque chose dans mon ego qui me disait prouve que tu sais écrire sur autre chose que la région, que nos histoires. Donc j'écrivais un roman sur Freddie Mercury pendant des années, ce qui n'a rien à voir. Vous en avez fait quoi? Il est là. Il est là. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais... Et puis, il y avait le personnage de Tante Sébi, qui est un personnage qui est déjà dans Petit Pays. Et j'étais très mal à l'aise avec ce personnage parce que j'avais l'impression d'avoir utilisé Tante Sébi à mes fins propres d'écrivain. C'est le seul personnage dont on ignore le destin à la fin du roman. Et j'étais mal à l'aise parce que Sébi, elle représente, elle incarne beaucoup de femmes que je connais, des femmes survivantes que je côtoie. Et donc je me disais, bon, t'as pas le droit de faire ça, d'utiliser un personnage à tes fins propres d'écrivain. Et donc
j'ai commencé à écrire des scénettes pour prendre des nouvelles de Sébi, mais c'était en parallèle de ce roman que j'écrivais. Donc c'est vraiment pour moi cette habitude que j'ai d'écrire un peu tous les jours. Et donc, qu'est-ce que tu deviens, Sébi? Peu à peu, ça s'étoffait, apparaissaient d'autres personnages. Et comme je vis au Rwanda, c'est vrai qu'il y avait la question de la 30e commémoration qui arrivait. 30 ans, c'est une génération. Je me rendais compte que j'étais un vieillard, en fait, au Rwanda, parce que 3/4 des Rwandais étaient nés après le génocide. Donc, moi, j'avais ce souvenir d'avant, de nos familles exilées. J'ai le souvenir du moment du génocide et j'ai assisté à la reconstruction. Et donc, j'ai pris conscience de mon rôle aussi de passeur pour cette nouvelle génération. Petit pays, il y a eu un malentendu. On a ramené ce roman au Rwanda alors qu'il s'agissait du Burundi, d'un paradis perdu, de l'avant-violence, de l'enfance. Et donc, forcément, il y avait quelque chose qui était là, qui devait se dire sur le Rwanda. Et donc, cette histoire... Sébi a pris de plus en plus de place, les personnages sont apparus et le roman m'a choisi plutôt que moi. Voilà. Et c'est en ça que ça échappe parfois à la création, c'est qu'on est, c'est parfois on a. C'est elle qui s'impose à vous, et pas vous qui vous l'imposez. Exactement, ouais. D'accord. Vous en parliez à l'instant, il y a votre arrière-grand-mère Rosalie, qui est l'arrière-grand-mère de Stella, la fille de Sébi dans Jacaranda. Et il y a un chapitre absolument exceptionnel, moi, qui m'a saisi et sidéré, exceptionnel de maîtrise, de concision, dans lequel, pour moi, vous apparaissez au sommet de votre art. C'est le portrait que doit faire Stella de son arrière-grand-mère, Rosalie. Et à travers ces 14 pages, en fait, c'est toute l'histoire du Rwanda, ce pays de miel, comme vous disiez, que vous déroulez. Comment est-ce que vous les avez écrites, ces 14 pages? Comment est-ce qu'on arrive à embrasser une telle histoire comme ça, en 14 pages, absolument exceptionnelle? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, la symétrie entre l'arrivée des premiers colons au Rwanda en 1894 et 100 ans plus tard, le génocide des Tutsis au printemps 1994, ça m'a toujours apparu comme quelque chose de terrible, et de me dire qu'il a fallu 100 ans pour non seulement créer une idéologie et arriver au crime des crimes. Est-ce que vous pouvez juste rappeler pour notre public cette idéologie qui crée, justement? Oui, en fait, c'est les Allemands qui arrivent en premier. Au Rwanda, des explorateurs allemands, donc en 1894. Et donc, le Rwanda appartenait déjà à l'Allemagne avant même que les Allemands y arrivent, parce qu'il y avait eu donc, le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Donc ils arrivent, ils se disent bon, c'est chez nous, voilà. Mais ils découvrent une société qu'ils ne comprennent pas, parce que le Rwanda, les Rwandais, enfin c'est un royaume uni. C'est un peu comme en fait c'est deux royaumes. Il y a le Burundi et le Rwanda qui ont une langue, un dieu. C'est des pays monothéistes. Et il y a un roi qui est l'incarnation de Dieu sur terre, avec une verticalité, des mœurs, des manières d'être qui ne correspondent pas à l'image, à l'idée qu'ils se font des Africains. Quand on relit la littérature de ces premiers colons explorateurs, ils utilisent bien sûr le terme nègre, et donc ils ne comprennent pas. Et donc ils vont imposer, ils vont plaquer sur la société rwandaise des mythes et des légendes, et un racisme scientifique du 19e siècle. Il y a le mythe du Hamite, H-A-M-I-T-E. Donc l'Hamite, c'est ce noir qui n'est pas noir, ce nègre qui n'est pas nègre, ce nègre blanc,
Donc, comme on ne comprend pas ces éleveurs grands, élancés, avec des manières d'être qui paraissent très éloignées de ce qu'on représente des Africains à ce moment-là, eh bien, on dit qu'ils ne viennent pas de là. Donc, que ces Tutsis ne viennent pas de là, qu'ils viennent d'Abyssinie, qui viendraient du Proche-Orient, même du Tibet, quand j'ai relu des livres. Donc voilà, c'est un peu ce mythe-là. Et donc, déjà, on divise cette société en disant qu'il y a certains viennent d'ailleurs et certains sont les autochtones. Et puis, on transforme surtout des catégories sociales, donc Hutu, Tutsi et Twa, parce que c'est la troisième catégorie, Twa, dont on ne parle jamais. Et donc, on les racialise parce que c'est encore... L'Europe à ce moment-là aime hiérarchiser les races, et donc c'est ce qu'on fait au Rwanda. Et ça va avoir cette conséquence terrible de diviser les Rwandais et de créer cet affrontement entre Hutu et Tutsi, avec le Tutsi comme cette figure de l'envahisseur, de l'étranger, de cette minorité qui créerait tous les problèmes. Alors, en plus, on y plaque des attributs physiques et moraux. Alors, le Tutsi est censé être grand, le nez fin, etc. Le Hutu petit, le nez trapu. On y associe donc aussi des caractéristiques morales. Et le Tutsi est fourbe. Voilà, on voit aussi un peu les parallèles avec l'antisémitisme. Et donc, tout ça, les Rwandais vont l'intégrer. C'est ça qui est terrible. Et donc, les politiques vont s'emparer de ce racisme-là. Au moment de l'indépendance, les Hutus arrivent au pouvoir et vont créer des lois de persécution contre les Tutsis. Et donc, c'est ces 100 ans-là, entre 1894 et 1994, qui ont permis de déployer une idéologie qui va amener jusqu'au génocide. Voilà. Et donc l'écriture de ces 14 pages. Et donc ces 14 pages, c'est simplement m'attacher à observer. J'ai eu cette chance-là de connaître mon arrière-grand-mère Rosalie, qui était née à la fin du 19e siècle, donc qui, elle, ne se définissait pas en tant que Hutu ou Tutsi, que Tutsi en l'occurrence, parce que dans ce Rwanda précolonial, il n'y avait pas ces catégories-là. On appartenait à des clans, voilà, et à l'intérieur des clans, il y avait les différentes catégories sociales. Et donc, elle parlait de clans, elle parlait de choses qui n'avaient plus d'effet dans le réel que nous vivions. Et à l'autre bout du spectre, j'ai mes filles aujourd'hui qui vivent au Rwanda et qui, elles, n'ont plus à se définir en tant que Tutsi, parce que ces catégories-là ont été interdites, abrogées au lendemain du génocide. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ethnie au Rwanda, c'est les Rwandais et les Rwandaises. Et donc, elles ne vivent pas dans cette grille de lecture raciale de la société. Et donc, j'ai imaginé cette discussion entre mes filles et cette arrière-grand-mère que j'ai connue. Qu'est-ce qu'elles auraient pu se dire? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 générations entre? Eh bien, ma grand-mère, elle est le produit de l'implantation de l'Église catholique au Rwanda, avec les missionnaires, avec le déploiement incroyable, parce que comme c'était une religion monothéiste au Rwanda, en fait, ça a été très simple de plaquer le christianisme, et donc on a appelé d'ailleurs pendant longtemps le Rwanda le pays du Christ roi. Et donc elle a vécu non seulement ça, elle a vécu aussi l'arrivée de la carte d'identité ethnique, donc qui figeait les identités en 1931. Elle est le produit de ça. Et puis il y a ma mère qui a dû vivre dans ces camps de réfugiés, qui a dû vivre en exil. Il y a ensuite ma génération où on a assisté à ça, on a vu le génocide. Donc c'est à travers la vie des personnages
que l'on raconte l'histoire. Et c'était pour redonner de la chair à l'histoire, à la grande histoire. Parce que si on écoute les gens, si on écoute leurs petites histoires, eh bien, ils sont toujours pris dans la mâchoire de la grande histoire. Et donc, c'est de cette façon-là que j'ai travaillé le roman. Et en tout cas, c'est ce chapitre-là. Ce chapitre-là, c'était pas, pour moi, c'était assez. Ça coulait de source parce que c'était tellement d'histoires que j'avais entendues et qui étaient là. Et les gens n'ont pas conscience qu'ils sont en train de vivre la grande histoire. Je veux dire que je sais que ma grand-mère, la carte d'identité avec les ethnies, eh bien, elle l'a jetée à la poubelle. Alors que pour moi, j'aurais voulu garder le témoignage voilà, ce document qui est un document historique. Voilà. Et on n'a pas conscience pendant qu'on vit l'événement. Tout comme le génocide des Tutsis, au moment où il est là, où on le vit, on n'a pas conscience que c'est un génocide. On parle des événements, on parle de la guerre, les gens n'ont pas les mots, n'ont pas le recul. Et Stella, elle a ce recul, cette distance-là, grâce à Rosalie qui a pris le temps de lui raconter. Alors justement, pour ce qui est de l'écriture du génocide des Tutsis, comment est-ce qu'on écrit sans trahir le récit de ce génocide quand on ne l'a pas soi-même vécu ? Ça a été la plus grande difficulté me concernant. C'était de... Quelle est ma place, à partir d'où j'écris et pourquoi j'écris et comment je peux écrire l'événement sans trahir, sans être... j'ai pas les mots. Mais que ce soit par rapport aux victimes ou même la distance par rapport aux bourreaux, c'est-à-dire comment... C'est pour ça que c'est trouver le narrateur qui soit un narrateur qui permette aussi d'avoir cette distance-là. Et pendant longtemps, en travaillant sur Jacaranda, j'ai voulu écrire depuis le point de vue de Stella. Et je me suis rendu compte que donc Stella, c'est cette nouvelle génération née après le génocide. Et je me suis rendu compte que c'était à elle, cette génération, de raconter cette histoire. Celle de vos filles, en fait. Voilà, avec ses propres mots. Moi, je pouvais écrire depuis la génération Trait d'Union, celle qui était trop petite au moment de l'événement, mais qui a quand même été témoin. Et je me suis simplement posé la question de quelle aurait été cette histoire si j'étais né et que j'avais grandi en France, dans la même configuration, dans la configuration familiale qui est la mienne. Eh bien, je pense que j'aurais été Milan. Et c'est là aussi le travail de l'imagination, parce que, bien sûr, on peut penser que c'est autobiographique. En fait, ça aurait pu être autobiographique. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu être Milan si j'étais né, que j'avais grandi en France. Eh bien, j'aurais découvert, comme certainement beaucoup d'entre vous... Dans le silence, en fait. Voilà, j'aurais découvert le génocide à la télé. Et je me serais retourné vers ma mère et je lui aurais posé des questions. Elle aurait été incapable de répondre, de parler, de dire quoi que ce soit. C'est le cas de beaucoup de familles rwandaises. C'est le cas, j'imagine, de beaucoup de familles qui ont été touchées par des événements aussi traumatiques. On n'a pas les mots. Et donc, c'était faire ce travail-là d'imagination. Et à partir de Milan, ça me permettait de cheminer au même rythme que le lecteur, c'est-à-dire qu'on découvre l'événement, parce que Milan est vierge de toute connaissance sur cette histoire-là. Et donc, je pensais que c'était la meilleure place. Après, la difficulté, c'était comment raconter le génocide. Je pense qu'on ne peut pas vraiment écrire sur le génocide, faire de la littérature sur un génocide. C'est compliqué. Moi, quand on me demande d'écrire depuis l'intérieur de l'événement, je me dis qu'il faut simplement lire les survivants et les survivantes. Mais c'est comment cette histoire nous a été transmise.
c'est arrivé par les témoignages. Oui. Et donc c'est la forme que j'ai trouvée dans le roman. C'est des témoignages dans les stades, des témoignages pendant les procès. Oui. C'est comme ça que j'ai pris conscience et connaissance de l'événement. Et donc et que toute la nouvelle génération aussi prend connaissance de cet événement. C'est des témoignages publics, très peu privés, mais souvent publics. Oui, qui sont des événements, vous le racontez, comme quand ça se passe dans le stade, qui sont des moments où on touche la douleur du doigt de manière très, très aiguë et qui traumatise la ville, enfin en tout cas Kigali, avant et après. Oui, tout le pays, parce que donc encore aujourd'hui au Rwanda, il y a à partir du 7 avril, donc le jour de deuil, voilà le jour où il y a eu le commencement des massacres. Donc à partir du 7 avril jusqu'à la fin du mois de juin, donc pendant 100 jours, eh bien, dans tout le pays, il y a des commémorations. Et donc on entend des chants de deuil à la radio, il y a des commémorations dans les écoles, dans les stades. Donc c'est comme si une chape de plomb tombait sur le pays pendant ces mois-là. Donc, ce qui est assez lourd pour la nouvelle génération, c'est ce que je raconte aussi dans Jacaranda, c'est que voilà, faire cohabiter cette mémoire dans le présent, ça se fait aussi dans une lourdeur, une douleur qui est pas évidente. Et comment on trouve sa place avec cette mémoire, comment les uns et les autres arrivent à vivre avec tout cela. Eh bien, quand on assiste à ces commémorations et qu'on voit les répercussions psychiques et physiques des témoignages, et c'est ce que je fais dire à mes personnages, c'est que le génocide est toujours présent, il est toujours en cours à l'intérieur des êtres. Et ce qui me marque, c'est que ça ne touche pas seulement ça ne touche pas simplement les survivants et les survivantes, mais aussi les enfants qui n'étaient pas nés. Oui. Aujourd'hui, le terme de résilience est mis absolument à toutes les sauces. Quelle est sa réalité au Rwanda ? Alors, c'est un peu compliqué pour moi d'utiliser ce terme-là, parce que, comme vous dites, il est mis à toutes les sauces. Parfois, on peut le vivre comme une injonction, c'est-à-dire, comme lui est résilient, pourquoi tu n'es pas résilient ? Donc, il y a quelque chose... Et j'ai bien conscience que, dernièrement, on a eu une rencontre avec Boris Cyrulnik, et j'ai bien conscience que le terme est utilisé à tort et à travers, et donc bon, moi c'est pas un terme que j'utilise. Je dirais simplement qu'au Rwanda, il y a eu une volonté de refaire société. Donc il y a un volontarisme, voilà. Je pourrais dire que, et donc ça c'est à une échelle des autorités, de l'État. Qui va employer des mots comme la réconciliation, parfois comme le pardon avec les institutions religieuses, le pardonner, etc. Donc il y a ces mots-là qui sont des mots qui étaient importants pour donner des directions, pour réinventer une société. Il faut bien recréer un mythe, un commun, et donc ces mots-là ont permis tout cela. Je pense que ce qui a vraiment permis à la société rwandaise d'exister à nouveau, c'est la justice. Oui. Il y a eu un travail de justice. Les Gakaka, par exemple. Exactement. Vous voulez peut-être en dire avec un mot ? Donc les tribunaux Gacaca, qui sont des tribunaux populaires, mis en place. En fait, on a réactivé une vieille pratique du Rwanda précolonial. C'était des tribunaux dans les villages où on réglait les différends entre voisins, avec des gens qui n'étaient pas des juges professionnels, mais qui étaient réputés pour être des sages dans la communauté, des gens réfléchis. Et donc, comme
les prisons étaient saturées au lendemain du génocide. Pour tuer 1 million de personnes en 100 jours, il a fallu beaucoup de gens, énormément de monde. Ouais. Donc il y avait des centaines de milliers de gens dans les prisons. Et la justice moderne prenait tellement de temps qu'on se disait ouais. que ces gens-là allaient rester pour toujours dans les prisons. Donc le Rwanda, et c'est ce que le Rwanda fait en permanence, c'est-à-dire face à une situation qui sort de l'ordinaire, il faut trouver des nouvelles solutions. On ne peut pas se limiter aux solutions qui existent dans une société, on va dire, normale. Là, il fallait trouver de nouvelles façons de régler tous les problèmes. Et donc, pour la justice, ça a été les tribunaux Gacaca, et ça a permis, donc, en 10 ans, plus de 2 millions de procès à travers le pays qui ont, d'une certaine façon, libéré la parole, permis aux tueurs d'expliquer pourquoi ils ont tué, aux survivants de savoir où avaient été ensevelis les corps des leurs, comment les gens avaient été tués. Donc ça, et puis ces tribunaux avaient lieu vraiment à l'endroit même des massacres, et donc toute la communauté qui venait et qui assistait. Donc ça a été des années incroyables en termes juridiques. Et donc je pense que ça, c'est vraiment ce qui a permis au Rwanda. Et aux Rwandais de pouvoir revivre ensemble, enfin aux Tutsis et aux Hutus de pouvoir recommencer à vivre ensemble. Oui, alors Hutu et Tutsi n'existent plus dans le Rwanda. Donc on ne parle plus de ces termes-là. Voilà, ça n'existe. Enfin, si vous voyez un article qui parle du Rwanda aujourd'hui avec Hutu et Tutsi, c'est encore une fois de plaquer sur la société rwandaise ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que les Rwandais ne veulent pas qu'on les appelle Hutu et Tutsi aujourd'hui. Ouais. Et donc, on peut dire bourreaux et victimes. Il y a eu des bourreaux et des victimes. Et ça, effectivement, les gens cohabitent. Et c'est ce qui m'intéresse de comprendre. C'est la cohabitation, la réconciliation, le pardon, tout ça, c'est les grands mots. Mais qu'est-ce qui se cache dans la vérité des cœurs, dans l'intime des gens? Qu'est-ce que les gens se disent autour d'un verre la nuit quand les masques sociaux tombent? Et bien, pour moi, il n'y a que la littérature qui peut approcher cette forme de vérité. Ouais. Je reviens au personnage de Sébi qui est extraordinaire et extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas à la réconciliation et au pardon, et en même temps, elle œuvre. Tout son quotidien est tourné vers ça. Est-ce que c'est une minorité, est-ce que c'est un personnage à part de la société rwandaise contemporaine, ou est-ce que finalement elle représente une grande partie de la société rwandaise actuelle? Difficile à dire, parce que comme je disais, il y a ce volontarisme et un vrai discours qui est porté publiquement, où les gens disent: on a vécu le pire, il est hors de question qu'on y retourne. Et maintenant, on va vivre ensemble, peu importe ce que ça coûte. Donc déjà, moi, ça me donne une très grande leçon. Oui. Parce que, voilà, si je compare avec mon autre pays, qui est la France, où je me dis qu'on n'a pas vécu tout ça, et on a des politiques qui, en permanence, essayent de nous diviser, de nous cliver. Je me dis, là, les Rwandais sont quand même en train d'offrir une leçon extraordinaire, parce qu'ils ont toutes les raisons pour s'affronter. Et pourtant, voilà, pour se haïr et pour s'affronter. Et la souffrance est terrible. Et le Rwanda, c'est minuscule, c'est-à-dire qu'on vit les uns à côté des autres. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de grands espaces. Donc moi, quand je vais chez ma tante, en face de l'autre côté de la rue, il y a l'homme qui a tué tous ses enfants à la machette devant elle, un homme qui a... Et donc il est là, et on lui dit bonjour, et on va prendre un verre avec lui. Ça me rend fou, ça me rend fou. Mais la tante, elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va se venger, et quoi? Et on va retourner dans ce cycle-là. Il a purgé sa peine. On lui dit bonjour. On
on refait civilisation. Face à ça, je ne peux que me taire et prendre une leçon que je n'ai jamais vue ailleurs. Et donc moi, ça me donne une énergie, ça me rend un meilleur humain, ça m'apprend beaucoup de choses. Et donc Tante Sébi, je ne pourrais pas parler pour tous les Rwandais, mais je sais que beaucoup de survivants et de survivantes peuvent dire des choses comme ça, c'est-à-dire... Moi, j'y crois. Je peux pas leur pardonner. Oui. Je peux pas. Me demandez pas de les aimer. J'ai vu que c'était des bêtes sauvages. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Mais par contre, on va vivre avec eux et on va penser à l'avenir. On va penser aux enfants. On va penser à la société de demain. Ça, je l'entends souvent. Et c'est des mots qui se disent dans l'intimité. Oui. C'est pas des mots qui se disent publiquement. Publiquement, les gens vont dire oui, la réconciliation, le pardon. Mais dans l'intimité, ils vont dire des choses comme ça. Et je trouve que c'est des paroles qui sont, qui racontent aussi la complexité de l'être humain. Oui. Ouais. Comment est-ce que vous comprenez le silence de la mère de Milan, qui ne parle à aucun moment, qui ne parle du Rwanda, qui ne peut pas en parler. Les autres en parlent pour elle, jusqu'à sur son lit de mort. Oui, mais comme Sébi n'arrive pas à parler à Stella, y a des gens qui arrivent à parler publiquement, mais qui n'y arrivent pas à parler directement à leurs propres enfants. Alors comment je l'explique, je ne saurais pas dire. J'imagine qu'il y a des raisons... Des raisons de psychologie, quand on a vécu on a traversé des traumatismes trop grands, des événements d'une incroyable violence, on ne trouve pas les mots, ou on n'a pas la force, on n'a pas les ressources de dire. Et ça touche énormément de gens, énormément de gens. Y a peut-être une volonté aussi de protéger ceux que l'on aime, de leur permettre de se dire que si on ne le dit pas, on les protégera. Alors moi, étant l'enfant de personnes qui ne parlent pas, au lieu de me protéger, ça m'a totalement insécurisé. Et d'où aussi un besoin terrible d'écrire. C'était de trouver face à un silence que je trouvais bruyant, assourdissant, de trouver un échappatoire, un endroit où vous mettre en sécurité. Oui. Et surtout peut-être, alors ça je m'en rends compte après coup, peut-être de me dire que ce sera l'occasion, à travers l'écriture, d'une zone d'échange, une possibilité de dialogue à partir de ça. C'est comme si créer de la fiction, ça permettait de se déplacer de nous pour aller vers un autre endroit où on pourrait se dire des choses. Voilà. Petit Pays vous a déjà permis ça ? Non. Petit Pays ne m'a pas permis ça. Mais je perds pas espoir. Vous écrivez que Stella, qui est née après le désastre, vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions. Est-ce que c'est pas dangereux pour une génération entière de ravaler ses émotions ? Oui, je pense. Alors c'est très lié à la culture rwandaise. Oui. On a une culture, et ça c'est depuis longtemps, je veux dire. Depuis le pays depuis le pays du lait et du miel. Du miel, quand on a cette culture du stoïcisme, de la maîtrise des émotions, une culture martiale aussi, une culture de la hiérarchie, une culture... par exemple, les petits garçons, à chaque fois qu'un petit garçon pleure, on lui dit « tes larmes doivent couler dans ton ventre ». C'est une expression qu'on est toujours en train de répéter aux enfants, encore aujourd'hui. Donc c'est très lié aussi à la culture.
une culture de la pudeur. Donc si on ne comprend pas ça, c'est vrai que c'est difficile aussi de comprendre comment cette culture-là, qui a rencontré une violence extrême, comment elle fait avec ça. Donc tout ça aussi est imbriqué et terrible. Là, je crois que ce qui a été salutaire pour la société rwandaise, c'était que le génocide des Tutsis, il est arrivé après deux autres événements terribles du XXe siècle, la Shoah et les génocides arméniens. Au lendemain du génocide, des personnes de ces communautés sont venues au Rwanda et nous ont dit « il faut que vous parliez, il faut que vous racontiez ». Et donc cette culture du témoignage, qui n'était pas du tout une culture rwandaise, s'est imposée aussi grâce à ce lien avec d'autres communautés ayant subi un génocide. Et je pense que, me concernant, s'il n'y avait pas eu cette culture du témoignage, si je n'avais pas pu assister à ces survivants et survivantes qui s'assoient à chaque commémoration et qui racontent, eh bien, je n'aurais rien su de ce qui s'était passé. Et donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant là dans que fait une société après des violences extrêmes, comment elle apprend à nouveau à vivre et qu'est-ce qu'elle fait avec le langage et comment elle raconte l'événement. Eh bien, voilà, c'est Dorcy Rugamba qui dit, qui est un dramaturge rwandais, qui dit que les grands crimes de l'histoire se tiennent par la main. Je dirais que les groupes ayant subi des génocides se tiennent aussi par la main d'une certaine façon, et on peut tirer des enseignements des violences qui nous ont précédés pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on souvent on appelle l'indicible. Voilà, cette confrontation avec le mal absolu. Je reviens à la génération de Stella, comme je disais, que c'est la génération de vos filles qui sont préadolescentes, je crois, aujourd'hui. Comment est-ce qu'elles composent avec le poids du génocide des Tutsis? Ou est-ce qu'elles on les en protège? Alors non, malheureusement, elles n'en sont pas protégées parce qu'on est dans une famille qui parle. Je veux dire, mon épouse et moi, mon épouse qui est aussi franco-rwandaise, mes beaux-parents qui sont Alain et Dafrosa Gauthier, qu'on appelle les Klarsfeld rwandais, donc qui poursuivent les génocidaires rwandais qui vivent en France. D'ailleurs, en ce moment, il y a un procès en France au tribunal à Paris. Donc c'est vrai qu'on on en parle. On se rend chaque année pour les commémorations au mémorial de Gisozi, qui est le mémorial à Kigali, où 250 000 corps sont là dans les caveaux. Et donc, nos familles sont là. Donc, elles ont ça. Elles savent. Et à aucun moment, si elles posent une question, on leur... Vous les laissez sans répondre. Voilà. À aucun moment. Donc, je ne sais pas ce que pour elles ça va occasionner, comme de vivre aussi avec cette histoire bien trop lourde pour elles. Et souvent, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Isimbi, une chanson pour ma fille aînée, pour m'excuser du poids qu'elle doit porter sur ses épaules en étant encore enfant, du poids de cette grande histoire-là. Mais on apprend aussi, à être parent dans cet après. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne dit pas, comment on dit, tout ça est complexe et je n'ai pas de réponse et je ne sais pas ce que ça aura comme impact pour elles non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que le fait de vivre là-bas, ça leur permet de voir un pays non pas seulement qu'à travers le prisme du génocide,
mais aussi un pays dans sa vitalité et dans la de sa jeunesse. Et voilà, dans la vitalité de la jeunesse. Et donc, elle voit bien que le Rwanda, c'est pas que des mémoriaux. Elles vont à l'école, elles ont des amis, elles ont des animaux de compagnie, elles ont des jardins, elles ont des lumières, elles ont des paysages. Et j'espère que ça aussi, ça va se déposer en elles et contrebalancer avec le poids de la mort. Toute cette vie-là, elle va contrebalancer le poids de la mort. Parce que c'est ça aussi qui est fascinant. C'est que découvrir le Rwanda en 94, c'est découvrir un pays de mort. Oui, un charnier à ciel ouvert. Et venir au Rwanda aujourd'hui, c'est découvrir une vie incroyable, une vitalité incroyable. Et c'est quand même aussi la grande leçon, c'est que la vie, elle reprend toujours ses droits et qu'elle avance, que rien ne l'arrête. Ce qui laisse aussi parfois un peu les survivants sur le bas-côté de la route. C'est ça, c'est aussi retenir la mémoire, c'est aussi de leur dire que bien sûr la vie elle est là, elle reprend et eux-mêmes participent de cette vie-là et de dire que cette mémoire-là, on va quand même l'entretenir comme un feu qui ne doit pas s'éteindre. Et donc c'est des équilibres très, très complexes à trouver. D'accord. À un moment, je voudrais parler de la place des hommes au Rwanda, parce qu'à un moment vous faites dire à Tante Sébi maintenant qu'il n'y a plus d'hommes dans ce pays, qu'ils sont tous en exil ou en prison ou dans des fosses communes, on va en profiter pour faire le coup d'état des femmes. Comment est-ce que les hommes trouvent, même si on sait que des femmes aussi ont participé au génocide des Tutsis, mais comment les hommes trouvent-ils leur place au sein de la société rwandaise aujourd'hui ? Vaste question. Ça reste une société très patriarcale. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. C'est une société patriarcale. Il y a, quand on va dans un mariage, c'est les hommes qui parlent, les femmes qui sont assises d'un côté. Mais il y a eu quand même énormément d'évolutions. Je veux dire, le Parlement rwandais, c'est le Parlement le plus féminin au monde. Voilà. Il y a, de toute façon, après le génocide, ce sont les femmes qui ont relevé le pays. Parce que c'est elles qui sont occupées des enfants, c'est elles qui ont créé les associations, qui ont refait le lien à l'intérieur des communautés. C'est une réalité. Donc, moi, je dirais que je ne peux pas parler de tous les hommes, ça c'est toujours compliqué. Si je parle des hommes que je côtoie, beaucoup ont été tellement marqués par l'événement qu'ils se sont empoisonnés avec l'alcool, dans des dépressions, ont été incapables de faire quoi que ce soit, parce que voilà, si je parle de cousins et d'oncles qui sont partis au front, qui étaient très jeunes, qui ont vu ces choses-là, qui ont dû faire des choses terribles, eh bien, revenir dans une société, de redevenir des civils, ça a été terrible pour eux. Donc je vois beaucoup d'hommes abîmés, je vois beaucoup d'hommes à qui aussi on demande de ne pas pleurer. Je vous invite à lire le très beau roman de Dominique Sélis, Ainsi pleurent nos hommes. Donc elle raconte, voilà, qu'est-ce qu'être un homme rwandais dans cette société post-génocide, avec toutes ces injonctions à être fort, à ravaler ses larmes, à toujours donner le change. Donc il y a cette dimension-là aussi des hommes au Rwanda. C'est est-ce qu'on a le droit de dire ce que l'on a sur le cœur, de dire que c'est trop, de dire qu'on ne peut plus. Et ce qui me trouble, c'est que, voilà, encore une fois, ça ne touche pas que ceux qui ont vécu les événements, mais également les nouvelles générations. Et aujourd'hui, comme c'est un pays qui est dans une volonté économique de reconstruction qui se veut un peu une start-up nation africaine. Et donc il y a aussi cette injonction dans la jeune génération de vous devez être les artisans de ce développement du pays. Et donc c'est
moi, j'appelle à ralentir le temps, Oui. à dire stop. De se prendre le temps. Et écoutons-nous les uns les autres. Oui. Écoutons ce qu'on a à dire, cette jeune génération. On ne l'écoute pas, on n'arrête pas de lui dire regarde ce que vous devez faire, regardez où on doit aller, regardez d'où on vient, donc regardez où on doit aller, mais qu'est-ce qu'eux veulent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et donc c'est l'intention de Jacaranda, c'est cette discussion entre les générations, c'est comment on écoute nos cœurs, comment on écoute nos intimes. C'est une place qui n'existe pas suffisamment encore aujourd'hui, même s'il y a des petites poches marginales, mais voilà, des artistes, des associations, des gens qui essayent de faire émerger des paroles, mais c'est encore très, très jeune tout ça, très nouveau. Je vous pose encore 2 petites questions avant qu'on passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez à votre personnage, à Milan ? Waouh. Qu'est-ce que j'envie à Milan ? Je pense que je lui envie d'avoir trouvé une famille, d'avoir trouvé un lien qui dépasse le lien du sang, un lien de cœur à cœur. Je ne veux pas parler du personnage de Sartre pour préserver ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Pour finir, qu'est-ce que vous a apporté l'écriture de Jacaranda ? C'est peut-être un peu tôt pour moi de le dire, parce que... Vous avez fini de l'écrire quand ? J'ai fini de l'écrire au printemps. D'accord. Pendant les commémorations d'ailleurs. D'accord, ouais. C'est un peu tôt parce que je me suis rendu compte avec Petit Pays que finalement c'est les lectrices et les lecteurs qui me font comprendre mon intention, la raison pour laquelle j'ai écrit. Donc je sais qu'au moment où j'écris Petit Pays, je me sens comme un exilé dans ma vie. Oui. J'ai l'impression d'être un exilé, qu'il y a un pays qui m'attend, qui est quelque part, et que je vais pouvoir renouer avec cette enfance fabuleuse que j'ai connue et qui a disparu. Et Petit Pays m'a soigné de ce sentiment d'exil. Je me ressens plus du tout exilé de cette enfance du Burundi. Alors peut-être que Jacaranda, ce sera la possibilité de dissiper les silences, de trouver un peu la clarté que je n'ai pas encore trouvée. Merci. On va passer la parole. Vous êtes le meilleur public. Depuis 10 ans que j'anime des rencontres au rendez-vous de l'histoire. J'ai rarement vu des applaudissements aussi nourris. Merci. Vous avez probablement des questions. On a un micro. Oui, madame ? Devant. Un micro arrive. Madame est juste là. En rouge, au 2e rang, par là. Bonjour, merci d'abord pour votre pudeur, votre dignité et votre force. Je voulais savoir comment vos livres sont accueillis au Burundi et au Rwanda. Merci beaucoup. Alors, Petit Pays a vraiment été très bien accueilli et au Burundi et au Rwanda. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au Burundi parce que
Il y a eu un coup d'État en 2015 et une situation politique assez terrible les années qui ont suivi. Et pour plein de raisons, je ne pouvais pas me rendre au Burundi. Mais heureusement, j'ai eu des témoignages à distance. Au Rwanda, petit pays, a été adapté en Kinyarwanda. Le roman circule et aussi enseigné en Kinyarwanda dans quelques écoles. Comme c'est une culture plutôt orale, une culture radiophonique, donc le roman passe à la radio sous forme de feuilleton. En ce moment, c'est fabuleux, j'ai appris ça avant-hier. Donc, nous avons monté une troupe de théâtre pour jouer Petit Pays en Kinyarwanda. Et donc, on va dans les villages gratuits, on arrive, on n'a pas d'électricité, c'est presque une comédie musicale avec 15 comédiens. Et donc, on joue la pièce pendant 1h30 et puis après on discute avec les villageois, avec les gens sur les collines. Et l'année prochaine, on sera à Avignon, en 2025, et ça c'est génial. On est content, on va venir jouer la pièce en Kinyarwanda, donc surtitrée en français. Et donc je suis très heureux de ce projet-là parce que c'est plein de jeunes gens de cette nouvelle génération dont je parle et de se dire que voilà, cette histoire, elle a été écrite en français, elle est retournée au Kinyarwanda et puis elle revient. Voilà, ce voyage, ces allers-retours. En tout cas, moi, ça me ravit parce que c'est tout le sens de ma démarche. Et là, je suis arrivé donc avant-hier en France. J'étais au Rwanda pour présenter Jacaranda et j'ai eu beaucoup d'extraordinaires témoignages. Pour l'instant, comme le roman vient de sortir. Forcément, il est lu que par un petit groupe de gens, surtout en ville. Mais voilà, pour l'instant, il est bien accueilli. J'attends aussi la traduction en Kinyarwanda et peut-être aussi pouvoir aller dans les villages, en discuter. Mais je crois qu'il est, à mon avis, ce sera un roman qui sera utile pour les nouvelles générations. Parce que, comme je disais, on a peu d'espace de discussion. Je pense quand même que ça permettra de faire circuler une parole qu'on n'entend pas beaucoup, surtout celle des jeunes gens. Une autre question ? Oui, monsieur ? Oui, bonjour. Merci encore pour ce grand entretien. Vous êtes binational rwandais et français. Je voulais savoir si vous attendiez quelque chose de la France et quoi. Alors... Donc déjà, j'attends qu'on ne remette pas en question le statut de binational. Parce que moi, je ne saurais jamais choisir entre mon père et ma mère. Voilà. Et aussi, je voulais dire qu'on est sorti d'un déni d'État en 2021. Et c'est ce que j'attendais de la France pendant des années. Je me suis engagé très tôt, dès mes 16 ans, dans les associations et de mémoire et de justice, en parallèle de mes activités artistiques, parce que je voulais faire évoluer les mentalités, je voulais aussi qu'on reconnaisse ce que un de mes pays, la France, avait fait à mon autre pays, le Rwanda. Je vivais très mal cette situation-là. Je n'ai trouvé ni à droite ni à gauche dans aucun parti des gens de bonne volonté pendant des années. Et il faut lui reconnaître ça. Emmanuel Macron a vraiment changé la donne sur cette question-là. Grâce à monsieur aussi Vincent Duclerc, avec qui on a dialogué hier. Voilà, le discours d'Emmanuel Macron donc en 2021 a non seulement rétabli la diplomatie entre les deux pays, mais surtout, il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis, et il nous a sorti d'un déni d'État. Je veux dire, il m'arrivait de dire publiquement, il y a quelques années, que la France avait une responsabilité. On pouvait me rétorquer dans la salle ou un journaliste ou un modérateur me dire « mais vous êtes sûr on dit d'autres choses, il y a d'autres thèses ». Là, ça met fin. C'est-à-dire que... Et donc, c'est énorme. C'est énorme.
Et je dirais peut-être que là où on n'est pas allé dans le discours présidentiel, il y a deux choses. Il y a déjà des excuses claires pour les survivants et les survivantes, ce que la Belgique a fait. Simplement s'excuser. Ça, bon, voilà, mais on a cette culture liée où on a peur de, comment on appelle ça, la repentance. Voilà. En France, il y a toujours ce mot, on n'est pas là pour se repentir, etc. Moi, je pense simplement que de s'excuser, c'est humain. Et ça permet d'avancer, et pas pour le peuple rwandais, pour les survivants et les survivantes. Et puis, il y a certains procès qui sont encore là et qui n'avancent pas. On parle d'Agatha Birimana qui vit librement, tranquillement en France, qui est donc la veuve du président rwandais qui était une des têtes pensantes du génocide, qui est partie prenante de cette cellule qui s'appelle la CASU. Et puis, j'ai fait un film là-dessus qui s'appelle, co-réalisé avec Michael Stank, qui s'appelle Le silence des mots, que vous pouvez voir sur Arte. Et donc, ce sont des soldats français qui ont commis des viols de femmes Tutsi durant l'opération turquoise. Et pareil, la justice n'avance pas sur ces dépôts de plainte. Donc voilà, je pense on doit encore exiger que la justice passe à beaucoup d'endroits. Et puis il y a la question aussi des excuses officielles. On va prendre une dernière question. Je vois monsieur là. Juste là, au 4e rang. Non, par là, au 4e rang. Voilà, et ça sera la dernière question. Merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant. Moi, je voudrais des nouvelles du Burundi. J'ai travaillé dans un cadre humanitaire pour l'UNICEF au Burundi de 2013 à 2015. Et bon, vous avez parlé du coup d'État tout à l'heure. On a été obligé de partir un petit peu en catastrophe, nous aussi. J'ai senti, pendant les 2 ans que j'ai passé là-bas, des tensions très très fortes entre les Tutsis et les Hutus. Parce que voilà. Oui, la configuration existe toujours au Burundi, contrairement au Rwanda. Bon, quant aux Tois, ils étaient carrément à part. Hein. Moi, je me souviens qu'ils habitaient dans des villages qui n'avaient même pas de nom. Pour trouver les villages, il y avait des panneaux « c'est par là ». C'est comme ça qu'on avait trouvé le village des Tois. Je voudrais savoir si un travail remarquable comme celui qui a été fait au Rwanda est possible au Burundi, parce que je pense à mes amis Tarsis, Fulgence et les autres. Je me souviens de l'un d'entre eux qui m'avait dit mon espérance de vie est de 24 heures. Alors je voudrais savoir ce qu'il en est et si vous êtes quand même optimiste pour le Burundi. Merci beaucoup. J'aimerais être optimiste pour le Burundi. Malheureusement, il y a peu d'éléments qui permettent de se réjouir. Le Burundi est aujourd'hui le pays le plus pauvre au monde. Voilà, c'est les indicateurs économiques. En ce moment, il traverse une crise auquel il n'a jamais fait face. Même au pire moment de la guerre, il n'y avait pas ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire pas d'essence dans le pays, pas de sucre, un taux de chômage, de pauvreté qui est catastrophique. Tous les indicateurs humains sont catastrophiques. Et malheureusement, en termes de gouvernance, j'ai bien l'impression que c'est aussi catastrophique. Je ne peux pas parler au nom des Burundais parce que, comme je disais, moi je ne suis pas retourné là-bas depuis 2015. Mais ce que j'entends de mes amis burundais, c'est beaucoup d'inquiétude et de se dire où est-ce qu'on va. La corruption est endémique et voilà. Pour l'instant, il y a malheureusement peu de raisons de se réjouir. Et puis bien sûr, il y a la situation au Congo qui est dans lequel aussi le Burundi a pris part et qui est terrible, la situation dans le Kivu. Donc tout ça fait que la région reste extrêmement fragile. Merci Gaël Faye, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous.
Merci.